Mesdames, Messieurs, bonjour. Mon nom est Sébastien Saint-Pierre. Bien heureux de vous accueillir encore une fois comme ça dans cette quotidienne de la vie agricole. Aujourd'hui à l'animation, M. Yannick Patelli, M. Simon Bégin et notre invité, M. Maxime Laplante. Messieurs, bonjour à vous. Salut. Bonjour à vous tous. Salut Maxime, à distance via Zoom. Nous avons Simon avec nous qui co-anime l'émission de la vie agricole aujourd'hui pendant les congés de Michel Saint-Pierre, parce que oui, on donne aussi des congés. On donne pas de salaire, mais on donne des congés. Pas si mal. On est content de vous avoir avec nous aujourd'hui. En fait, c'est une émission un peu spéciale dans laquelle tout le monde va pouvoir participer. Sébastien également. Sébastien qui aussi... qui connaît bien les fermes laitières. On va pouvoir parler de différents sujets. On voudrait faire une sorte d'émission tour d'horizon. L'émission Tour d'horizon, ça veut dire qu'on s'attarde un petit peu sur ce qui se passe dans l'actualité agricole et agroalimentaire en ce moment. Alors, les sujets qu'on va aborder, le lait, le porc, le blé, entre autres, puis peut-être d'autres si vous en avez. Mais moi, je voulais vous amener déjà sur des petites choses. En fait, vous avez vu dans le numéro de février de la vie agricole que l'on sort, et on n'est pas les seuls à en parler, puisque la terre de chez nous de cette semaine, en fait, en parle aussi. C'est la fermeture de certaines laiteries, laiterie Aura, à Rivière-du-Loup, laiterie Lampron. Donc là, on se rend compte que il y a certainement une problématique, mais tout le monde n'analyse pas la problématique de la même façon, on dirait. On apprend que ces laits dits régionaux, laits de territoire qu'on a bien connus, le lait Lampron pour sa bouteille de verre, le lait Aura aussi, et que ces laits s'arrêtent, en fait. Or, pour certains, ils nous disent, c'est des problèmes dans la terre de chez nous, on nous dit c'est des problèmes de tablettes, il n'y a pas d'accès, mais bizarrement, il y avait quand même pas mal de présence dans les supermarchés, on les voyait un peu partout à travers la province. D'autres nous ont dit, comme Jean-Mathieu Damour, qui est le propriétaire du lait Aura, en fait, nous a même annoncé qu'il avait vendu son troupeau. Il se concentre maintenant sur l'avicole. Il nous a dit dans une première entrevue qu'il nous a donnée que c'était lié au prix de la classe 1, du lait de la classe 1. Bon, il nous l'a dit dans une première entrevue. On a été rappelé le lendemain. Il nous a dit, ouais, je suis pas sûr, je me suis peut-être avancé beaucoup, je voulais pas trop parler dans les médias. On sent un certain malaise, en fait, autour de cette situation-là. Puis pour avoir parlé avec des transformateurs de taille moyenne, ils nous disent ce qui arrive dans les laiteries actuellement, vous ne soyez pas surpris, ça va arriver aussi dans certaines fromageries parce qu'on est dans le virage là. Alors, est-ce que Maxime ou Simon, quand vous voyez arriver ces informations-là, est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Et qu'est-ce qui se passe exactement? Qu'est-ce que ça aura comme impact d'ailleurs sur l'occupation du territoire, tout ça? Je peux y aller. Moi, je trouve, en fait, si on se souvient de la pièce de théâtre Ronde de lait, là, la fameuse pièce de théâtre, là, le problème était abordé clairement, il était mis sur la table, le système des classes de lait, les différences de prix qui ont pour effet de pénaliser les fromages à valeur ajoutée. C'était vraiment clair et net. Maintenant, quand on regarde, là, entre autres, les analyses qu'on peut lire dans la terre de chez nous, ou qu'on entend dans les grands médias, ce problème-là semble occulté. Il y a comme on a l'impression un peu qu'il y a un tabou. Oui, il ne faut pas parler d'écrire ce type de problème-là, c'est comme perçu comme étant une attaque contre la gestion de l'offre. C'est pas ça, là. C'est une gestion de l'offre. On peut la critiquer, trouver des effets pervers sans remettre en question, mais ça a l'air que cette discussion-là n'est même pas possible. Parce qu'en fait, c'est un constat. Dans un premier lieu, c'est un constat. Moi, ce que je vois, c'est un constat même d'un producteur. Parce que quand Jean-Mathieu Damour nous dit c'est plus rentable, quand Lampron dit Lampron, la famille Lampron, c'est quand même eux qui étaient. M. Lampron était bien, rappelle-moi, Maxime, mais je pense que M. Lampron, c'était bien lui qui était président des producteurs de lait du Canada pendant une période. C'est la même ferme, ça? Oui. Donc en fait, c'est quand même des gens qui sont très impliqués dans le monde du lait. Quand ces gens-là arrivent au bout de ce système, à un moment donné, il faut se poser des questions. Puis on dirait qu'on ne peut pas se les poser les questions. Puis comme tu dis, Simon, dans les grands médias, on ne se les pose pas vraiment. Moi, je voudrais juste dire, on a tous vu La Semaine verte, comment ils ont traité Ronde de lait. C'est très succinct, en fait, d'une certaine façon. On nous parle de Ronde de lait comme étant détresse psychologique, comme étant bien-être animal. Il n'est aucunement abordé la vraie problématique de Ronde de lait. Et ça traduit ce que malheureusement la plupart des médias veulent sortir du sujet. Il faudrait peut-être clarifier d'abord pour un paquet de gens qui savent pas que le prix que les transformateurs paient leur lait varie en fonction de ce qu'ils veulent faire avec. Donc ça c'est absolument incroyable comme système. C'est que si quelqu'un veut acheter du lait pour faire du beurre, il va payer tel prix le lait. S'il veut faire du fromage, ça va varier. S'il veut faire du gouda, ou du feta, ou du camembert, c'est un autre prix. Si tu veux faire du lait de consommation, évidemment, lui, c'est la classe 1, c'est le haut de gamme. Puis j'ai parlé avec quelques producteurs qui ont essayé justement de faire leur propre transformation de lait. Donc, ils sont producteurs de lait,
puis en même temps, ils ont l'atelier de transformation pour faire du fromage du lait de consommation. Et le résultat, c'est que leur lait, leur propre lait, ils le vendent au prix normal de base que tous les fermiers reçoivent, mais ils doivent le racheter pour faire la transformation de ce lait-là. Pourtant, le lait n'a pas coûté la ferme. Fait que c'est sûr que ça crée des distorsions. Si un fermier vend son lait à 80 quelques sous de litre actuellement et qu'il doit le racheter à 1,6 ou 1,10 de litre pour faire du lait de consommation. Et comme tu dis, Maxime, on parle du lait qui est dans la ferme. Là. Prenons un exemple concret. Je prends l'exemple de la laiterie Aura, par exemple. C'était ça. Le lait était dans la ferme. Il achetait son lait, en fait, il vendait son lait au prix moyen, on va dire. Il était payé pour son lait au prix moyen, mais quand il le rachète, il le paye au haut de gamme, comme le payerait un transformateur laitier, mettons comme Boivin ou Bergeron, qui fait un fromage de spécialité, classe 1, donc il paye le gros prix, $1, $1,05, je ne sais pas exactement quel est le montant exact au prix du lait. Est-ce qu'il paye le transport en plus? Ça dépend. Et encore là, bon, il va payer les frais pour le plan conjoint. Bon. Et il faut payer la prime de transport. Et ça dépend. Si l'étable est vraiment placée à peu près en face de la laiterie, là, mettons qu'il y a un chemin municipal entre les deux, si c'est à peu près en face, il ne paiera pas le transport. Mais s'il est un petit peu plus loin, bon, ben là, il va falloir qu'il paye le transport, mais pourtant, c'est lui qui transporte son propre lait. Oui, parce qu'il y a des cas comme ça. Ouais, il y a des cas comme ça. Je pense qu'on avait été voir la fromagerie de Jean Morin. Jean Morin, je pense qu'il y a comme un droit acquis. Parce qu'effectivement, Jean Morin, quand tu vas chez Jean Morin, tu vois bien qu'il y a le camion qui transporte le lait, mais il traverse juste il traverse le chemin, mais il prend pas le chemin. Il fait juste traverser. Donc lui, il a comme un droit acquis qui fait qu'il paye pas son transport. Mais s'il fallait effectivement qu'il prenne le chemin, le petit rang, puis qu'il le prenne pendant ne serait-ce que 300 mètres, il paierait son transport. C'est là où, comme dit Simon, il y a certaines aberrations dans le système que l'Institut a souvent soulevé, que de nombreuses personnes ont soulevé, mais qu'on ne peut pas soulever en fait. Parce que quand on les soulève, les producteurs eux-mêmes sont en panique. C'est ça, comme tu mentionnes, sinon, ça donne l'impression qu'on est contre la gestion de l'offre, alors que c'est pas le cas, mais sauf qu'il y a des problèmes qu'il va falloir aborder. Et là, lorsque le fermier qui fait sa propre mise en marché a également payé des frais de publicité, là, vraiment, il trouve que la facture est salée. On ne parle pas de petits montants de 100 ou 200 $. En moyenne, pour une ferme au Québec, c'est de l'ordre de 4 000 $ pour la ferme moyenne par année. Donc, ce qu'il paie en publicité, ce qu'il paie pour le plan conjoint, pour la mise en marché, c'est quand même des montants substantiels. On parle de près 9 000 $ par année. C'est plus sur le revenu net. Donc, c'est majeur. Oui, moi, en fait, j'en ai peut-être sur un point. L'Institut a participé l'année dernière, à l'automne, avec les transformateurs laitiers du Québec, à une mission en Normandie. Moi, j'y ai pas été, mais j'ai cru comprendre que les gens sont venus enthousiasmés, impressionnés par tout le potentiel de ces laits de niche, ces marchés, de ces produits. Des fromages faits avec des cahiers de charges très spécifiques, des produits régionaux. Alors, c'est vraiment une voie d'avenir. On l'a déjà dit souvent à l'Institut, il faut que ce potentiel-là de lait régionalisé, avec des cahiers de charges de spécialité, c'est un potentiel important pour l'occupation de notre territoire. Et là, quand on voit cette semaine, ceux qui se sont essayés se cogner le nez, est obligés d'abandonner à cause d'obstacles administratifs, d'obstacles réglementaires. Bon, c'est vraiment inquiétant et perturbant. Et même plus réglementaire de la Fédération, ni plus ni moins. Oui. Mais ce qui est inquiétant aussi, Simon, je pense, tu dis, tu as vu ça en France, puis ça a été constaté par l'Institut. Oui. Les présidents de l'Institut qui étaient là l'ont vu, les transformateurs laitiers qui étaient là l'ont vu, les conseillers qui travaillent en nutrition animale pour différents cheptels au Québec l'ont vu. Tout le monde avait le même constat. Waouh, c'est extraordinaire. Parlons de la coopérative d'Isigny, où il y a à la fois la section fromage de terroir, et à la fois une autre ligne qui fait du lait en poudre pour la Chine. C'est possible dans la même coopérative. Et tout le monde se dit, waouh, comment ça se fait qu'on n'arrive pas à faire ça, ces deux lignes-là au Québec. Mais là où la situation est un petit peu dramatique, c'est que moi, j'entends ce que nous a dit Jean-Mathieu Damour cette semaine, c'est le lait régional de terroir, c'est une fausse bonne idée. Quand le gars qui est porteur de ça depuis 2017, je pense, finit par dire ça, en fait, on vient de fermer la boîte en disant, puis en plus, on apprend 2 jours après que Lampron, c'est pareil. Donc, est-ce qu'on est en train de vivre une désescalade du produit du terroir? Finalement, ça va complètement à l'encontre de tout ce que vous avez prôné à l'Institut, l'occupation du territoire. Ben, en fait, je pense que ça remet sur la table plus que jamais cette nécessité-là d'avoir une conversation sérieuse, ouverte,
impliquant tout le monde, avec des gens qui auraient le courage de prendre les décisions qui s'imposent dans le secteur laitier au Québec. Où va notre lait? C'est la question que l'Institut pose depuis un certain temps. Et là, quand on voit des fermetures comme ça, ben là, ça rend encore plus important la nécessité, plus nécessaire de se la poser, cette question-là. Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est un méchant bout de temps qu'on demande qu'il y ait une réflexion. Sur la gestion de l'offre, c'est pas normal, entre autres, là, je pense à la relève. Donc, les détenteurs de quotas, qui sont les producteurs actuels, avec tout le mérite qu'ils ont, mais c'est pas normal que ce soit ces détenteurs de quotas-là qui décident si de nouveaux arrivants auront droit du quota pour démarrer. Et lorsqu'il y a augmentation de la consommation des produits laitiers et qu'on distribue du quota, on ne garde pas ce nouveau quota-là pour faire de la perte à la relève. Non, c'est redistribué au prorata des fermes déjà existantes. Fait que celui qui a 400 vaches, il va recevoir un cadeau 4 fois plus élevé que celui qui en a 100, et 2 fois plus que celui qui en a 50, etc. Donc, c'est pas normal qu'on crée des distorsions incroyables, surtout qu'au départ, le quota, il était gratuit. Bon. Fait que il va falloir qu'on discute de ça, sinon on bloque la relève, on bloque l'essor des produits du terroir, c'est malheureux. Et la CCL nous a dit, il n'y a pas plus longtemps qu'il y a à peu près 3 semaines, 1 mois, qu'elle était favorable justement au lait. Non mais je vais reprendre le texte. Benoît Bazillier nous a répondu oui, ce n'est pas vraiment dans le mandat de la CCL, c'est à Québec. C'est Québec qui a la juridiction pour cela, mais toute activité qui va développer le marché est bienvenue. La CCL a peu d'impact, mais favorable à cette démarche. Quand on leur parlait de la démarche justement des laits de proximité. Donc on s'entend que c'est un peu une aberration d'entendre ça il y a 1 mois, puis de se rendre compte 3 semaines après que tout est en train de s'écrouler. Alors ça, c'est pour le sujet du lait, qui est un petit peu l'éditorial que je voulais vous faire, parce que moi, ça me dépasse un peu. Des fois, j'écris des textes, je parle avec des gens, et je me dis... on veut le mieux, en fait on lit nos textes, on se dit c'est de plus en plus déprimant, mais autre déprime qu'on a eu ces temps-ci, il n'y a pas que de la déprime, parce qu'on va parler du blé tout à l'heure où ça va un petit peu mieux que dans le lait, mais autre déprime qu'on a eu aussi ces temps-ci, je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu, on a ressorti nous un texte sur l'huile de palme, j'ai essayé de suivre un peu ce qui se passait avec l'huile de palme, parce qu'au Québec l'huile de palme on s'entend que c'est assez enterré, là. On s'est bien organisé pour qu'on n'en parle plus, donc on ne sait plus trop finalement si on en a ou si on n'en a pas, mais officiellement il n'y en a plus, mais par contre, il y a un rapport qui est sorti en France au mois de décembre. Il y a une consultation qui a été faite en France. Et je l'ai retenu parce que dans le rapport qui a été fait par les chercheurs de l'INRA en France, en fait, il y avait entre autres, ils mettaient le point notamment sur ce qu'ils appelaient le réel danger de la collecte locale et la vitalité de l'agriculture locale en Afrique. Puis ça m'a rappelé quelque chose que Simon nous avait dit. Il s'était beaucoup inquiété de ce débalancement des poudres de lait qu'on envoyait un peu partout dans le monde, ce que ça pouvait débalancer sur les marchés locaux. Ça a été traité un petit peu d'ailleurs dans Ronde de lait aussi. Encore là, on n'a pas beaucoup entendu parler de la semaine verte, mais ça c'est un sujet majeur. Ronde de lait, on a parlé parce que AgroPure avait comme avoué dans les entrevues avec Justin Aramé qu'effectivement ça leur arrivait d'envoyer un peu comme ça en Afrique. Et le rapport, il dit en fait que l'essor des mélanges de poudre de lait écrémée et d'huile de palme en Afrique de l'Ouest fragilise les récentes dynamiques de collecte. C'est notamment le cas dans les pays sahéliens où le lait est source de revenus pour des millions d'éleveurs. Donc en fait, ça pose une vraie question. Nous, on se pose la question parce qu'on a parlé des surplus de protéines laitières récemment, encore la une du journal, c'est ça. On parle, il y a du beurre dans les croissants, donc le beurre fait en sorte de surplus de protéines laitières. C'est une dynamique nord-américaine qui, bon, au final, ils vont trouver une solution puisqu'ils vont financer les équipements pour les laiteries, 0,35 cents du lactolite. Il va y avoir une solution en Amérique du Nord, mais en fait, ça règle pas les problèmes de ce qu'on fait dans le monde, en fait. Moi, je trouve ça très, très troublant de constater qu'il y a des régions du monde, en Afrique, pendant la Corne de l'Afrique, la Somalie, là, où là, c'est vraiment des situations de famine. C'est là que ces produits-là, ces blends ou ces produits laitiers à matière grasse végétale devraient être dirigés pour sauver des vies. Mais en même temps, si on va à un autre bout de l'Afrique, on constate tous les dommages que ça peut faire à une économie qui essaie de se bâtir, qui essaie nous, on vise au Québec une certaine autosuffisance, puis ça devrait être légitime, permis pour tous les peuples. Alors, nous, avec nos gros sabots, d'une certaine façon, on peut arriver, là, c'est vrai aussi pour les Européens, dans ces pays-là qui ont des agricultures fragiles et bousculées là, par des considérations commerciales, mercantiles, les efforts faits par ces gens-là pour s'autosuffire ou commencer à essayer de s'autosuffire. Alors, c'est très perturbant de voir ces
ces distorsions-là d'un bout à l'autre de la planète. Alors on revient après une pause, Maxime, on va t'entendre sur le sujet. Chez Belle-Île, on met en valeur les ressources de la ferme pour soigner les animaux d'élevage. On appelle cela l'autonomie alimentaire à la ferme. Nourrir l'autosuffisance. Voilà comment nos conseillers vous aident chaque jour. Belle-Île Solutions Nutrition. On nourrit ce que vous mangez. L'encanteur René Hood peut vous aider grandement à obtenir le juste prix, que ce soit pour un troupeau de vaches laitières et ou pour la marchandise de ferme à vendre. Le travail d'une vie vaut la peine d'être confié à une équipe de professionnels. L'encanteur René Hood et son équipe de professionnels pour obtenir le bon prix dans un encan. Visitez encanhood.com. La vie agricole, ce n'est plus seulement un journal et ses 100 000 lecteurs. Découvrez aussi nos plateformes web sur www.lvatv.ca et écoutez nos podcasts dans 13 radios FM à travers le Québec et l'Ontario francophone. Une portée de plus de 1,5 million d'auditeurs. Écoutez-nous tous les jours sur les ondes de Choc 88.7 dans Portneuf et la Mauricie, CL 103 à Rivière-du-Loup, CFYX 93 à Rimouski, Choc 97.5 à La Pocatière, Siki 90.3 à Montmagny, Cool 103.5 en Beauce, 96.7 à Coaticook, 103.7 à Actonville, 101.9 à Chypre et Pontiac, CJVD 100.1 à Vaudreuil-Dorion, 97.1 à Nissiping-Ouest, 98.9 à Sudbury et au 104.1 à Timmins. Alors nous sommes de retour dans la quotidienne avec Simon Bégin, Maxime Laplante et Sébastien qui nous anime en fait tout l'aspect technique de cette émission. Simon, tu disais effectivement c'est pas juste le problème des Nord-Américains, les Européens aussi envoient des mélanges en Afrique. Effectivement, le rapport annonce que il y a 5 pays européens essentiellement, l'Irlande qui envoie 42% des volumes européens en fait en Afrique, la Pologne 20%, les Pays-Bas 12%, l'Allemagne 7%, la France 5%. Donc en fait, c'est un problème de pays occidentaux. En fait, en général, on ne vise pas spécifiquement le Canada ou le Québec quand on dit ça, c'est une réelle problématique. Mais en fait, ça veut dire, en fait, Maxime, qu'on accepte qu'on débalance, en fait, des marchés locaux. Exact. Puis, je reviens, entre autres, à une des déclarations de l'Organisation paysanne, la Via Campesina, qui disait les règles mondiales du commerce ne devraient pas s'appliquer à l'agriculture. Il faut préserver l'autonomie de chacun des pays pour être capable de gérer son approvisionnement et de pas subir les distorsions de dumping, carrément. Donc, si le Québec maintient des prix du lait élevés, pour des bonnes raisons, effectivement, cette gestion-là, et c'est pas normal après ça qu'on aille exporter des sous-produits à l'étranger qui ont bénéficié d'un prix différent. C'est valable pour le blé également, c'est valable. Parce que oui, il y a des subventions pour la production de blé au Canada et des subventions pour plein de choses. C'est pas normal après ça qu'on aille il y en a pour le porc aussi. Oui. Alors justement, Simon, Maxime, tu parles du porc, on va venir sur le porc et sur le blé. Bon, sur le blé, les sujets sont pas trop dramatiques parce que sur le blé, actuellement, il y a un travail qui se fait depuis un an, notamment par les céréaliers du Québec, où il y a comme une volonté, on sait qu'on ne produit pas assez de blé au Québec, on sait que vous avez l'Institut souvent poussé pour de la rotation de culture, donc on est beaucoup dans le maïs soya, et puis il y a un travail qui est en train de se faire pour que le blé soit un peu reconnu, mais il y a quand même un travail à faire parce que le blé du Québec n'a pas la qualité du blé de l'Ouest. En tout cas, il y a des dossiers aussi là-dessus qu'on vous a sortis pour le mois de février, mais il y a quand même des efforts plutôt positifs autour du blé qui essaient de s'organiser. On verra si la synergie du blé a plus de sens que la synergie du lait, mais dans le porc, entre autres, quand on voit ce qui est sorti
ce mois-ci chez nous. Moi, j'ai retenu surtout une chronique de Yann Turmine qui est assez flagrante, assez cassante, mais en même temps, ça sort pas de nulle part, parce que moi, je me souviens que Yann, il m'a appelé le mois de mai dernier, le 3 ou le 4 mai dernier, on est allé à Saint-Bernard-de-Beauce, il y avait une rencontre de producteurs indépendants qui était remontée, qui disait ça n'a pas de sens, parce que finalement, on fait les choix dans l'abattage du porc, puis finalement, les porcs indépendants sont mal lotis là-dedans, puis finalement, ça avait viré comment on dit, en eau de cochon, c'est ça qu'on dit. Ça a mal viré, parce que finalement, ce soir-là, il s'est rien passé, parce que la fédération est arrivée à calmer tout le monde en disant on consulte, vous inquiétez pas, on parle avec Olimel. Puis finalement, on est 6 mois plus tard, puis Yann nous sort une chronique où il pose vraiment la question centrale, où il se demande finalement la fameuse ASRA, que Simon connaît bien, puisque ça vient de l'époque Garot, n'est pas finalement le grand allié de l'intégration. Je trouve que c'est une bonne question, ça. Oui, ben écoute, oui, c'est au cœur du sujet. Moi, je peux avoir l'air de vieux radoteur, mais ça me ramène évidemment à cette journée célèbre de M. Garon en 82-83, lorsqu'il a été convoqué par l'UPA et la Fédérée, unis pour une rare fois, à une grande manifestation au Petit Colisée de Québec, 2-3 000 producteurs en colère, supposément, et où on voulait arracher à M. Garon à ce moment-là cette décision-là de permettre à l'assurance stabilisation de s'appliquer aux producteurs de porcs intégrés, c'est-à-dire à des porcs qui ne sont pas élevés, dont le fermier, l'éleveur n'est pas propriétaire, mais qui sont propriétés d'une grande coopérative ou d'un intégrateur, essentiellement des meuniers. Alors, le M. Garon s'était toujours opposé à ça, parce que la conception à l'origine de l'assurance stabilisation, c'était vraiment pour soutenir la ferme familiale. À l'époque, il y avait un plafond au-delà de, je pense, produire 6 000 porcs par année, je me souviens bien. C'était plus assurable. Ça, c'était à peu près une ferme de 2000 porcs, avec les rotations. Mais moi, j'ai ressenti à ce moment-là comme une grande trahison de l'UPA. Je pèse mes mots. Parce que l'UPA poussait pour ça. Mais pour que les gens comprennent bien, quand on dit l'intégration, c'est que la personne qui est propriétaire d'un porc sous intégration, alors que ce soit Olimel le propriétaire ou que ce soit des porcs à contrat, l'intégration, ça veut dire qu'il contrôle toute la chaîne, c'est-à-dire qu'il contrôle la nutrition du porc, il contrôle l'abattage, la transformation. Donc, en gros, il peut faire de l'argent dans beaucoup de secteurs, mais pas nécessairement dans l'abattage. Puis s'il n'en fait pas dans l'abattage, il va chercher l'argent au gouvernement, c'est ça? Oui, alors c'est ça. Alors, c'est plus une ferme familiale. L'éleveur devient un employé, tout fait pratique, d'une grande coopérative à contrat. On appelle ça les productions à contrat. Alors, c'était vraiment anti-conceptuel. Au point de vue conceptuel, c'était pas une aide à la ferme familiale. Alors, M. Garon s'est toujours opposé à ça, mais l'UPA poussait pour obtenir ça. Moi, j'en revenais pas à l'époque. Et quand il y a eu un changement de gouvernement, la première chose qui est arrivée, c'est que les plafonds ont été éliminés, donc il n'y avait plus de limite. On pouvait assurer des milliers et des milliers de porcs, ce qui a mis à l'assurance stabilisation de l'intégration. Ouais. Mais Maxime, on s'entend que les éleveurs de porcs du Québec, donc la Fédération des producteurs de porcs, ils sont là pour défendre tous les producteurs de porcs, y compris les producteurs indépendants. Et quand on les entend, bon là ça vient un petit peu de changer parce que là dans l'article qu'on a fait avec eux, les questions-réponses qu'on a eues, là ils nous disent que ils ont un intérêt en fait pour défendre en fait tous les producteurs, il serait temps en fait. Mais quand on les écoute depuis 6 mois, ce qu'on a vu dans les rencontres, il y a personne qui s'arrachait les yeux pour s'assurer que les producteurs indépendants soient moins coupés que d'autres producteurs. Exact. Puis on ne parle même pas des petits producteurs. J'étais moi-même producteur de porc pendant une dizaine d'années. Bon, évidemment, je n'avais pas 4000. Là. On parle d'une vingtaine ou quoi que ce soit pour mise en marché extrêmement locale, familiale, etc. Bon. Mais je n'atteignais pas les niveaux minimaux pour avoir droit aux subventions agricoles. Ça prenait au moins 300 porcs pour avoir droit à l'ASRA. Et pourtant, l'ASRA, on appelle ça un programme d'assurance stabilisation, mais assurance, c'était plutôt subvention divisée. Et les conséquences de l'ASRA sont majeures. Tous les problèmes qu'on a eu avec l'industrie porcine, et là, ce qui en découle, avec les fermetures d'abattoirs, c'est une fragile, c'est dû à l'ASRA, des monocultures de maïs ou de soya dans plusieurs régions du Québec, avec les problèmes d'érosion des sols, de manque de biodiversité, etc. C'est directement lié à l'ASRA. L'ASRA a créé des distorsions incroyables du marché. Pourquoi est-ce qu'on subventionne telle production et pas telle autre? Bien, évidemment, après ça, ça déboussole tous les prix.
C'est pas vraiment reluisant comme bilan de l'ASRA, en plus du fait que ça a coûté une fortune. Et c'est pour ça que l'Institut Jean Garon recommande qu'au lieu d'avoir des systèmes de soutien à l'agriculture basés sur les superficies ou les volumes, comme le modèle de l'ASRA, ce soit un système de soutien basé sur les services que l'entreprise agricole rend à la société. Nourrir le monde, c'est un service très important. Protéger l'environnement, c'est un service très important. Assurer le bien-être animal, c'est un service important. Alors, il y aurait moyen de structurer des politiques d'aide basées sur des services rendus à la société plutôt que sur des volumes de production avec tous les effets pervers que ça peut avoir. Alors messieurs, il nous reste à peu près 5 minutes. Petite note positive en cette fin d'émission quand même. On a toujours l'impression d'être un petit peu un chien dans un jeu de quilles et de foutre le bordel partout, mais finalement on fout le bordel parce qu'il n'y a jamais de réponse claire aux problèmes qui se on essaie d'oublier les problèmes puis ils ressurgissent toujours de 6 mois en 6 mois. Petite nouvelle positive, on a un nouveau chroniqueur dans la vie agricole, il s'appelle Marc Dion, ancien sous-ministre au MAPAC, qui a fait une longue carrière dans différentes organisations agricoles. Puis finalement, un peu comme l'Institut Jean Garon, la vie agricole, on a souvent tendance à aller rechercher, j'allais dire les vieux de la vieille, qui sont bien utiles parce que eux, ils ont une vision sur 40 ou 50 ans de ce qui s'est passé bien avant M. Garon. Et avec Marc Dion, on va avoir, d'ailleurs, le premier texte s'appelle Longévité ministérielle et agriculture, où il explique pourquoi c'est important pour un ministre d'être là longtemps, parce qu'il fait le constat finalement qu'au cours du XXe siècle, sur les 21 personnes qui ont occupé le fauteuil de l'agriculture quand même, juste au XXe siècle, 21 personnes, il y a 4 ministres qui l'ont fait pendant environ 54 ans. Mais la plupart des ministres, quand on se rend compte, quand il fait le détail, là, il y a beaucoup de ministres qui sont juste de passage, en fait. Souvent, l'agriculture, c'est un ministère de passage. Et le petit point positif de sa première chronique, moi, j'ai trouvé, c'est quand même, il nous rappelle que depuis 1960, le cycle de vie des gouvernements s'est réduit. Jean Garon fait donc figure à part dans la période politique contemporaine. Présentement, André Lamontagne entreprend un second mandat dans l'hypothèse où il devrait terminer les 4 années prévues à celui-ci. Il serait le seul ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation depuis Jean Garon à atteindre la limite de 2 mandats complets et consécutifs sans rejoindre forcément les 9 années d'exercice de ce dernier. Il y a quand même une petite note d'espoir. On dirait que tout d'un coup, il a un petit espoir. Puis on sait que c'est lui qui a quand même briefé André Lamontagne. Il était encore en poste quand André Lamontagne est arrivé. Il y a un petit espoir que tout d'un coup, André Lamontagne conserve peut-être pendant 2 mandats. Donc quand on conserve pendant 2 mandats, ce que je comprends, c'est qu'on en fait un peu plus que quand on est de passage pour 12 mois. Et aussi, la longévité a un effet, ça peut accroître le poids politique du ministre concerné. C'est-à-dire que c'est pas un ministre de passage dans un ministère, c'est un ministre qui s'implante, qui fait des racines, qui développe des réseaux, qui développe aussi une relation de confiance avec le premier ministre, parce que si le premier ministre l'a confirmé dans ses fonctions, c'est bon qu'il y a quand même une bonne évaluation de sa part. Alors, je pense que pour la défense, le potentiel de défense de ces dossiers par un ministre de l'Agriculture, le fait d'avoir cette longévité-là face au Conseil du Trésor, face au ministre des Finances, face à ses autres collègues, alors il devient un poids lourd, forcément. En tout cas, il y a plus de chances de s'imposer autour de la table du Conseil des ministres en ayant cette longévité-là. Je pense que un des problèmes qu'a pu connaître l'agriculture, je pense, au cours des dernières décennies, en fait, depuis M. Garon, en gros, c'est la porte tournante du ministère de l'Agriculture où personne n'a réussi à s'imposer. Personne ne développe vraiment ces réseaux de contacts dans l'appareil gouvernemental qui sont très importants quand on veut faire avancer un dossier. Alors, c'est pour ça, nous, à l'Institut, on s'est réjouis de la confirmation de M. Lamontagne dans son poste et on lui souhaite de pouvoir garder d'être capitaine du bateau encore un bon bout de temps. Alors, je pense que... Oui, Maxime, dernière seconde. Je vais simplement formuler un espoir, c'est de se servir de ce double mandat-là pour enfin donner au MAPAC une direction, une orientation, d'être justement le capitaine qu'on souhaite, de dire, on veut aller dans cette direction-là. Et le principal reproche qu'on exerce envers le MAPAC, c'est justement que c'est beaucoup d'éléments dispersés, de acquiesçage ici et là. Ça serait bien si quelqu'un pouvait donner une direction. Merci à vous deux d'avoir participé à cette quotidienne et au plaisir de vous retrouver dans quelques jours.